L'habitude pour les chefs d'État africains de vouloir s'éterniser au pouvoir au gré des modifications constitutionnelles avait plutôt pillon sur rue en Afrique centrale. Mais aujourd'hui, avec la menace djihadiste, le processus de démocratisation semble fortement contrarié dans la plupart des pays ouest africains. Au Mali, par exemple, l'armée n'a pas hésité à déposer un président élu démocratiquement après une faillite constatée à tous les niveaux de l'État. Le Niger et le Burkina Faso vont aux urnes d'ici la fin de l'année avec le spectre des attaques djihadistes. Niveau remous, les élections en Guinée ou encore à la Côte d'Ivoire avec une volonté affichée de troisième mandat, bien que les constitutions parlent d'un mandat renouvelable une seule fois, montre à n'en point douter que l'Afrique de l'Ouest semble emprunter une autre voie que celle préétablie. Le processus de démocratisation serait-il en péril en Afrique de l'Ouest? Un processus électoral en Afrique de l'Ouest, quelle contribution à la démocratie et à la paix? C'est le thème de votre émission qui permet le décryptage de l'actualité sur le continent africain. À chacun et à tous, merci pour la fidélité renouvelée. À nos côtés pour cette émission, Jules Justinier Mpati, bonjour. Bonjour, Joannès. Vous êtes chercheur en droit international et constitutionnel. Face à vous, Patrick Amampoyon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Les pays ouest-africains ont, à quelques exceptions près, constaté des alternances régulières au lendemain du vent de démocratie qui a soufflé dans les années 1990. Patrick Amampoyon, si un bilan devrait être fait à ce jour, et quel serait-il selon vous? Le bilan est bon. Le bilan est bon. Quelque chose a existé. Et nous sommes à la fin d'une génération. Si vous vous rappelez bien, Mina, nous avons eu les élections et l'indépendance en 1960. 30 ans après, nous avons vécu la conférence nationale. 30 ans après, nous sommes encore à la fin d'une autre vague. Et donc, ce qui se passe actuellement n'est que passager. Dans les jours, les mois, les semaines, les années à venir, nous allons retrouver encore mieux que ce qu'on a gagné en 1990. Juste des motifs d'espoir, effectivement. Je crois que je dis bonjour aux téléspectateurs. Il faut dire, parlant des cycles constitutionnels en Afrique de l'Ouest, comme l'a dit tout à l'heure Amampoyon, cette indépendance nous l'avons eue en 1960, même si pour certains pays en Afrique en général, cela a commencé déjà plus tôt en 1958, tout à fait. Par exemple, parlant de l'Algérie. Mais nous sommes en Afrique de l'Ouest. Nous avons eu un premier cycle constitutionnel qui a duré dans la plupart des pays quelques années, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et par la suite, nous avons donné la main à la dictature avec des constitutions qui valorisent la dictature, le despotisme et tout ça. Le marxisme-léninisme. Voilà, dans un grand marxiste-léniniste. Et en 1990, nous sommes revenus à la démocratie libérale, pluraliste, comme Amampoyon vient de le dire. Mais il faut dire, dans le cycle qui s'est ouvert en 1990, il y a des sous-cycles. Il y a des sous-cycles et c'est l'appréciation de ces sous-cycles-là qui divise les gens. Dans l'appréciation de ces sous-cycles, il y a certains qui estiment que ce sous-cycle actuel est un sous-cycle qui traduit le blocage du processus démocratique, qui signale que les pays de l'Afrique de l'Ouest, le Bénin, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Burkina Faso et la Guinée, et j'en passe, que ces pays-là sont en train de tourner complètement vers la démocratie. Alors que d'autres théoriciens, d'autres citoyens estiment comme Pognon que ce n'est qu'une parenthèse de dictature, une autre manière de voir quelques dérèglements dans un processus démocratique qui nous signale la véritable nature de la personne humaine et qui nous rappelle que les vieux démons d'avant 1990 ne sont pas complètement morts et qu'il va falloir en tenir compte pour améliorer les constitutions. Alors, ces sous-cycles, selon moi, sont la période de 1990 aux années 2005, par là, environ 15 ans, 2005-2010, où vous voyez ce que j'appelle l'euphorie
constitutionnelle qui a amené justement le professeur Maurice Aranzo-Gleller et a titré un de ses articles et la démocratie aux alouettes. Il a eu en parlé et le professeur Holo parlait de démocratie émasculée et nous sommes depuis 2005-2010, on est dans un cycle de revisite des constitutions et à travers cette revisite, je veux parler de la révision des constitutions, et il y a des citoyens, des gouvernants, des députés qui profitent pour insérer ce qu'ils ont, leurs petits défauts de personnalité. Le peuple observe et comme l'a dit Pognon, je crois que tout ça là va constituer des leçons qui vont désormais nous éclairer au plan formel et au plan substantiel. Alors, Patrick Bampoyon, qu'est-ce qui a pu remettre au goût du jour la volonté des troisièmes mandats en Afrique de l'Ouest? Non, il faut dire qu'en 1990, les intellectuels qui devaient nous sortir des constitutions et autres étaient focus sur celui qui doit partir. Et donc nous avons fait des constitutions dont l'objectif était de neutraliser les régimes dictatoriaux qui étaient au pouvoir. Mais quand on est rentré dans ce que M. Mpati a appelé l'euphorie constitutionnelle, on n'a pas profité de ce vent, ce moment de démocratie pour revisiter les textes et maintenant régler de façon impersonnelle. C'est ça l'erreur que nous avons eu à faire. Parce que les dictateurs en question sont en train de profiter des failles laissées dans la précipitation dans laquelle on devait agir. Dans les enjeux du moment, les démons du moment ont fait qu'on a réglé les démons du moment. Par exemple, la limitation d'âge n'avait pas été réglée pour tout le monde. C'était parce qu'on voulait éviter certains anciens chefs d'État. Et donc, on a fait des choses, mais après, comme on n'a plus la fusille sous la tempe, il faut maintenant se rasseoir pour réviser et corriger. Ça, c'est l'erreur qu'on n'a pas eu à faire. Et maintenant, comme M. Mpati l'a dit, nous avons appris de tout ce qui se passe en ce moment. Nous avons appris de tout ça. Maintenant, ayant appris de tout ça, il va falloir que dès que l'opportunité historique, qui ne va pas tarder, va se reproduire, il va falloir qu'on tienne compte de ces choses-là pour éviter ces dérapages, ces erreurs. Je vous donne un exemple très simple. Le mécanisme de choix des membres du Conseil constitutionnel est un mauvais mécanisme. Ça ne s'adapte pas à nos réalités. Lorsque le président de la République a une forte possibilité de contrôler l'Assemblée nationale et qu'on lui dit il nomme une partie, l'Assemblée nomme le reste et puis il nomme le président, il va contrôler la Cour constitutionnelle. Mais nous avons pensé qu'un peu comme dans les grandes démocraties, nous allons avoir des hommes d'État dans ces institutions. Résultat, on a eu des chargés de mission qui se sont retrouvés là-bas. Mais ce n'est pas chez nous seulement. Vous voyez aux États-Unis, on nomme des juges à la Cour suprême en disant il épouse nos idées, donc il va voter pour nous. Vous voyez, donc l'être humain, comme il a dit, a des défauts dont on n'a pas tenu compte. On aurait pu décider, par exemple en 90 ou en 93, de faire des membres de Cour constitutionnelle à vie, qu'on aurait évité beaucoup de dérapages. Parce que les premiers avaient été choisis quand même dans un certain nombre de choses-là. Et s'ils avaient cette garantie qu'on ne pouvait pas les remplacer n'importe comment, vous savez que les cours constitutionnelles se sont dégradées au fur et à mesure que les gouvernants ont trouvé des stratégies pour maîtriser, pour mettre leur va-t-en-guerre, pour mettre leur gars et tout ça. Donc bref, c'est pour dire que nous devons tous ensemble reconnaître que nous avons laissé des failles dont les gouvernants profitent. Mais eux aussi, ils ne doivent pas oublier que Dieu détient la vie de chacun et que Dieu ne peut pas rester silencieux lorsque son peuple est martyrisé. Alors, simple volonté de s'éterniser au pouvoir de la part d'Alpha Condé, par exemple, ou d'autres raisons se cachent derrière ce choix-là, en Guinée notamment? Non, cela peut s'expliquer d'abord par ce que j'appelle la théorie et l'ontologie du pouvoir. Vous savez, le pouvoir séduit. Pour ceux qui sont chrétiens, quand vous lisez la Bible, vous voyez. Et pour ceux qui sont de la région Fon ou d'Abomey du Bénin, il y a l'histoire de ce roi-là qui a eu à faire goûter à l'autre du lait, je crois, pour lui dire que le pouvoir est aussi doux. Donc il y a le pouvoir en lui-même qui est séduisant. Il y a maintenant la personnalité de l'intéressé. Il y a son éducation et il y a sa culture.
Quand vous analysez un peu les différents présidents qui sont au pouvoir actuellement en Afrique de l'Ouest, et vous voyez leur rapport au pouvoir, leur rapport à la Constitution et leur perception du principe de limitation des mandats, si vous faites une étude rétrospective, vous allez certainement voir des éléments, des indicateurs du genre. La personnalité de celui qui est au pouvoir détermine son rapport au pouvoir. Le pouvoir lui-même est séduisant. Maintenant, vous avez, comme l'a dit Pouyon tout à l'heure, le régime présidentiel que nous avons adopté en 1990 au détriment du régime parlementaire est révélateur des crises. Il me semble que le régime parlementaire est beaucoup plus indiqué pour des démocraties avancées. Mais pour une jeune démocratie comme les démocraties ouest-africaines, le régime présidentiel est le régime indiqué. Comme Rousseau a eu à démontrer que la démocratie, elle n'est pas faite en fait pour les hommes, c'est pour des anges. Alors que nous sommes des hommes, nous avons des faiblesses. C'est de la même manière que je dis que le régime présidentiel que nous avons adopté, c'est un mal nécessaire. Parce que c'est un régime qui permet au président de la République, qui vient de le démontrer, c'est un régime qui permet au président de la République d'avoir d'influence sur tout. On part du principe, ça cadre un peu avec la théorie volontariste et positiviste de Hans Kelsen. C'est-à-dire, selon Hans Kelsen, je ne vais pas me mettre à faire de la théorie du droit ici pour ne pas nous ennuyer. Selon Hans Kelsen, le droit est égal à l'État. Donc, si l'État est représenté par le chef de l'État, donc le droit est créé, le principe, l'institution fondamentale de création du droit de l'État, c'est donc le président de la République. Donc vous avez le président de la République et vous avez la loi, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de cette théorie de légicentrisme et tout ça, c'est-à-dire vous avez un président qui a la possibilité de contrôler l'Assemblée nationale et il se bat pour avoir la majorité. Parce que quand il n'a pas la majorité, il a aussi des problèmes. Vous avez un président qui intervient dans la constitution du juge constitutionnel, comme il a dit. Vous avez un président qui intervient dans la constitution du juge suprême au plan de droit commun, la Cour suprême. Vous avez un président qui intervient dans la constitution des autres institutions de l'État. Or, l'intention du constituant initial, primaire, l'intention du peuple, des peuples africains, c'est de faire en sorte que les présidents ou le président que nous avons eu jusqu'en 90 soit contrôlé. D'où le principe de séparation des pouvoirs et le principe de limitation des mandats, ainsi que le principe d'organes de contre-pouvoir. Il se fait maintenant que le président de la République parle le jeu politique. Il s'arrange pour éroder tout ça. C'est-à-dire, de 90 à aujourd'hui, et aux années 2010, 2012, nos chefs d'État, ils ont eu le temps d'analyser les normes, le dispositif normatif, le dispositif institutionnel, le mode de gouvernance des élections. Et aujourd'hui, que ce soit les normes, que ce soit le juge constitutionnel, que ce soit les institutions de contre-pouvoir, que ce soit les institutions d'organisation, l'institution d'organisation des élections, ils ont eu le temps de maîtriser leur sociologie, de maîtriser leur psychologie. Et pour certains, l'argent peut passer par des endroits, pour d'autres, la peur, les armes peuvent passer. Et parfois, on utilise l'âge. Pour répondre à votre question, le président Alpha Condé, mais quelque part, je ne connais pas trop son histoire. Mais si on fouille un peu, on peut voir peut-être sa personnalité, mais il y a le pouvoir lui-même. Maintenant, il y a les exactions. Lorsque vous mettez dans la tête que vous venez au pouvoir, que vous allez partir, et que c'est Dieu qui donne le pouvoir, comme M. Pouyon l'a dit, et que c'est Dieu qui le reprend, et que vous mettez dans votre tête que vous n'avez pas affaire à un troisième mandat, vous évitez un certain nombre de dérapages, dont les exactions, dont la violation massive des droits de l'homme. Vous évitez que le sang coule pendant votre mandat. Vous évitez qu'on tue des gens, qu'on tue des gens. 3000 morts dans certains pays pour raison de pouvoir. Pour raison de pouvoir, 3000 morts en Côte d'Ivoire. Et combien? J'ai lu une vingtaine de morts avec l'annonce de la candidature du vieux père. Une trentaine déjà. Alors, finalement, la question se pose de savoir, les chefs d'État africains, les chefs d'État ouest-africains, ils sont là pour l'enracinement de la démocratie, pour la promotion de la paix, ou bien ils sont là pour leur propre personnalité, pour leur valorisation. Je crois qu'ils sont là pour le peuple. Et un président qui quitte le pouvoir,
sans rester gravé dans la mémoire, positivement dans la mémoire du peuple, il a fait œuvre très inutile et très négative. Donc, le mal qui hante le président Alpha Condé, ce mal n'est pas l'un de celui qui hante le président ivoirien, ce n'est pas l'un de celui qui a hanté d'autres présidents. Le principe de limitation des mandats, que reste-t-il de cela? Donc, je crois que d'ici 5-10 ans, les peuples africains vont revenir à la charge et redéfinir leur contrat social. Avec les dirigeants. Je crois que d'ici 5-10 ans, il y aura assez d'avancées. Mais je souhaite que ces avancées-là n'interviennent pas dans le sang. Voilà. Et c'est effectivement un risque. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, le procédé est-il comparable à celui de la Guinée, Patrick Rompuy? Déjà, il faut dire que la candidature du président Ouattara a légitimé la candidature du président guinéen. Parce que tout le monde était prêt à empêcher le président guinéen. Mais quand on sait le poids d'Alassane Ouattara dans la sous-région, dans le Conseil des Nations, le positionnement de la Côte d'Ivoire, sa position affaiblit la position de la CEDEAO. Je voudrais profiter pour dire à tous ceux qui estiment que la CEDEAO est une institution inutile et autre, elle n'est pas inutile. Elle sera très efficace lorsque nous allons faire un changement c'est-à-dire qui va pas tarder. C'est-à-dire, dans peu de temps, ces chefs d'État, qu'ils le veuillent ou non, ils vont partir. Soit ils vont partir par les unes, soit ils vont partir par la mort, ou ils vont partir par quelque chose. Dans tous les cas, ils vont partir. Il a parlé de 5-10 ans. Je ne pense pas que la Côte d'Ivoire peut encore attendre 5 ans. Je ne pense pas que la Guinée peut encore attendre 5 ans. Il y a des pays qui vont être 5-10 ans, mais d'autres pays, c'est déjà mieux là. C'est-à-dire que, vous voyez, le Mali, c'est déjà arrivé. C'est-à-dire que le Mali a déjà mis fin à cette génération-là et les choses vont se remettre en place. Donc, bref, c'est pour dire que il est important que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ou ce qui se passe en Guinée, ou ce qui va se passer peut-être dans d'autres pays, les gens n'ont qu'à comprendre une chose. Quelle que soit la maîtrise des institutions, comme il a dit, c'est la personnalité de celui qui a maîtrisé ces institutions qui importe. Avant de venir ici, je suivais un vétus de Nelson Mandela. Il était à la présidence. Quand on lui a dit qu'ils ont pris la décision quelque part de retirer le nom de l'équipe de rugby, le maillot de l'équipe de rugby, et donc il est sorti de son palais. Sa secrétaire lui dit, il va falloir que vous demandiez l'avis du vice-président du parti avant d'aller là-bas. Il dit non, je vais là-bas. Ça veut dire que oui, il a pris le pouvoir. Il a pris tout le pouvoir. Mais pour aller faire quoi? Il est allé là-bas, il a dit, vous avez pris une décision à l'unanimité pour retirer leur équipe. Mais je vais vous dire pourquoi c'est une mauvaise décision. Quand j'étais en prison, j'ai étudié leur langue, j'ai étudié leur façon de penser, j'ai étudié ce qu'ils chérissent. Ils chérissent le nom de leur équipe, ils chérissent tout. Si vous leur prenez ça, vous déclarez la guerre. J'utilise donc tous les pouvoirs que me confère le pays pour éviter un affrontement avec la minorité. On dit, mais c'est la minorité. Pourquoi vous les protégez en laissant les problèmes d'eau, les problèmes d'école, les problèmes de centre de santé? Il dit, parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils ont la police, parce qu'ils ont l'armée. Si je ne les chéris pas, je n'aurai pas les moyens de régler les problèmes de santé, les problèmes d'école et tout ça. Donc oui, le président peut avoir tous les pouvoirs, mais pour en faire quoi? Pour en faire quoi? C'est ça le plus important. Est-ce que c'est pour changer la constitution dans son salon chaque fois? Est-ce que c'est pour annoncer que dès que je serai réélu, je vais changer encore la constitution? 3 changements en 3 ans. C'est devenu un chiffon. Qu'on change, même la loi, on ne change pas comme ça, puis il faut détruire la constitution. Donc bref, c'est pour dire que nous sommes à la fin des temps dans certains pays. En Côte d'Ivoire, c'est la fin des temps. Qu'on le veuille ou pas, c'est la fin des temps. C'est la fin de Gbagbo, c'est la fin de Ouattara, c'est la fin de Bédié. Qu'ils le veuillent ou pas, s'ils ne partent pas par eux-mêmes pour aller s'occuper de leurs petits-enfants, ils risquent d'être stressés de partir par la mort. Donc c'est pour dire, en Guinée, nous sommes à la fin des temps. Seulement, l'opposant historique a une opportunité de prendre. Mais j'espère que lui aussi ne va pas faire comme les opposants qui ont fini par prendre et qui ont créé le chaos. Sinon, je crois que dans beaucoup de pays, nous sommes à la fin des temps et je crois que ça ne va pas tarder. Au Niger, par exemple, on a une opportunité d'un jeu démocratique. Au Burkina, on permet que même des gens qui sont exilés soient candidats aux élections. C'est au peuple de décider, c'est au peuple de choisir. Donc bref, je crois qu'il y a encore de l'espoir en Afrique de l'Ouest. Alors, on a parfois l'impression que dans l'organisation des scrutins, ce n'est jamais quelque chose de bien planifié, toujours beaucoup d'approximations, des tiraillements, des cours qui estiment par exemple que des CEI ou des CENI sont
ont pris fait et cause pour le chef de l'État ou pour le parti au pouvoir. Qu'est-ce qui pourrait l'expliquer? Vous voyez, vous avez d'abord la constitution, je vais dire le dispositif, le contenu même des constitutions. Et vous avez par la suite le code électoral. Au-delà de cela, vous avez des pratiques. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le véritable problème des peuples ouest-africains, c'est un problème du rapport de l'exécutif au pouvoir et aux autres institutions. On a remarqué que très fréquemment, ceux qui sont au pouvoir, je ne sais pas ce qu'il y a au niveau du pouvoir politique présidentiel pour que lorsqu'on paraît une personne très séduisante, une personne désirée, comme le président Ouattara, en 2010, 2011, une personne qui a de la valeur, qu'on veut suivre. Les gens montent au pouvoir, ils font 10 ans et ils ne veulent pas partir. Et les processus électoraux sont de plus en plus infiltrés. On procède à l'affaiblissement, que ce soit CI ou CENI ou Sénat, on procède à l'affaiblissement. On procède à l'affaiblissement du juge constitutionnel. On amène les juges constitutionnels à faire des interprétations et à procéder à des revirements jurisprudentiels contre la science même juridique. Ce n'est pas bien. C'est gênant. C'est gênant. Je crois que tout cela doit conduire à un encadrement renouvelé ou revitalisé de notre constitution et de nos processus électoraux. Vous voyez, on a lu dans le temps, on a lu dans les comportements aussi, une tendance à fermer la possibilité à aller aux élections présidentielles avec candidat. On utilise des mécanismes qu'on essaie dans des lois, dans des constitutions ou dans des lois électorales. Des mécanismes, moi je ne veux pas les désigner ici, des mécanismes quand vous les étudiez a priori, c'est séduisant, vous vous dites mais c'est intéressant, mais en réalité c'est des techniques par lesquelles on empêche des gens de venir au pouvoir. Le peuple, c'est le peuple qui choisit, M. Poyon. Mais est-ce que vous êtes sûr que le peuple a toujours choisi? Est-ce que je me pose des questions par rapport aux manipulations des résultats. Je me pose des questions par rapport à aux fraudes électorales, par rapport à la fraude à la Constitution, et l'institution ou l'organe chargé d'organiser les élections. Généralement, on lui reconnaît l'autonomie, l'indépendance. Quelle autonomie y a-t-il? Il y a quelle indépendance? Ce qui se passe dans les couloirs, est-ce qu'on sait? Il faut que ceux qui constituent la CEI ou la CENI, il faut que ceux-là, ces personnalités, elles puissent se dire, j'ai une personnalité et je suis en train d'écrire une histoire de la part de mon pays. Il faut que le juge constitutionnel se dise, mais écoute, je vais quitter, mais je dois rester gravé dans la mémoire de mon peuple. Donc le travail doit être fait par le peuple. Mais le peuple, à travers la vigilance des citoyens et à travers la société civile, là encore, pour moi, il y a une société civile politisée et une société civile politique. Il y a une société civile qui est engagée dans la gouvernance, une gouvernance qui mène une action objective. Et vous avez l'autre société civile là qui est politisée et qui vient tromper le peuple, qui monte au créneau, qui passe sur les radios, les chaînes de télé pour tromper. Finalement, là, le peuple peut avoir confiance en qui? L'armée. Dans certains cas, vous avez une armée ou une frange de l'armée qui est politisée ou qui se trouve acquise à la cause de quelqu'un, alors que les gens savent très bien que ce dirigeant-là, le sens dans lequel il va là, est en contradiction avec les intérêts du peuple. Et vous avez l'autre, comme au Mali, qui prend ses responsabilités, qui se soulève. Je crois que nous allons faire avec.
Nous allons faire avec, et le peuple doit davantage être sensibilisé, être informé. Il faut que le peuple soit informé, il faut que nous soyons vigilants. Et je voudrais demander aux institutions chargées d'organiser les élections, demander aux juges constitutionnels et demander aux députés de regarder le peuple. Moi, je ne peux que dire ça. Je ne peux que dire ça. Et demander à ceux qui sont au pouvoir, la Côte d'Ivoire, par exemple, et le président Ouattara, au sein de la CEDEAO et au sein de l'Afrique de l'Ouest. Mais la Côte d'Ivoire est un élément puissant. Sur le plan de la géostratégie ouest-africaine, la Côte d'Ivoire, elle occupe une position centrale. Sur le plan économique, sous-régional, la Côte d'Ivoire occupe une position centrale. Au plan du management politique et au plan même de l'âge des présidents en Afrique de l'Ouest, le président Ouattara n'est pas n'importe qui. Mais il y a eu beaucoup de fenêtres, il y a eu même des portes, il y a eu même de gigantesques portes qui ont été ouvertes pour qu'il rentre dans l'histoire. Et je crois que dans les minutes à venir, c'est toujours possible. Quel que soit le schéma qu'on obtiendra, c'est toujours possible qu'il rentre dans l'histoire et dans l'histoire de manière très positive, je l'espère. Alors, au Mali, par exemple, l'armée a effectivement décidé de prendre le contrôle. Est-ce Oui. que ce n'est pas quelque chose qui pourrait refaire surface et nous ramener, pourquoi pas, dans la période où des coups d'État étaient fréquents? Ah, mais vous savez, l'armée est républicaine. Et quand la République est en danger, l'armée doit protéger la République. Si on n'intègre pas ça, moi je pense qu'il faut même intégrer ça dans les constitutions. Permettre à l'armée de prendre ses Permettre à responsabilités. l'armée de prendre ses responsabilités, mais en structurant aussi l'armée. C'est-à-dire, quand on dit l'armée, ça ne doit pas être n'importe qui de l'armée qui prend. Ça doit être l'armée constituée qui met fin au désordre. Et ça, vivement des pays où l'armée sera organisée au point de mettre fin au désordre. C'est de ça qu'il s'agit. Mais je vais vous dire ceci. Vous savez, nous avons dit tout à l'heure que tout s'est bien passé jusqu'en 2015. Je prends un pays que je connais très bien, dont je tais le nom, qui a eu des élections en 91, tout n'était pas clair. Qui a eu des élections en 96, tout n'était pas clair. Qui a eu des élections en 2001, c'était même trop moins clair. Ensuite, qui a eu des élections en 2016, les premières élections dans ce pays, où on a eu des élections où on peut dire qu'on est sur la main sur le cœur, que le résultat sorti des urnes a été donné à 75%, c'est en 2016. 5 ans après, on ne peut pas dire que c'est clair, on n'en sait rien. Et c'est-à-dire, c'est en 2016, non, 2000, quoi? Non, attends. Non, c'est 2006. C'est en 2006 qu'on a eu des élections pour la première fois claires avec 75%. Et après, c'est 10 ans après qu'on a eu encore des élections claires à 65%. À un moment où on estimait qu'on était en dictature, c'est dans ces moments-là que nous avons eu des élections. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce n'est pas les hommes, c'est la dynamique populaire qui influence les commissions électorales, qui influence les cours constitutionnels. Ce n'est pas qu'à un moment donné, on avait des membres intègres dans ces cours. Non. C'est que à des moments donnés, la dynamique populaire, je vais vous l'expliquer autrement. Mon père était arbitre international. Il dit, quand tu vas dans un pays pour arbitrer un match, on ne te donnait pas l'argent. Mais quand tu regardais le public, tu sais que si tu n'aides pas le pays local, là, tu ne partiras pas. Donc, la tendance était, on supporte le pays local pour sa sécurité. Vous voyez un peu? Donc, dans les élections aussi, c'est la même chose. Quand le juge constitutionnel, l'organisateur des élections, se rend compte que le jeu populaire est tel que, s'il ne dit pas la vérité, il va avoir des problèmes. C'est ça qui a été les moyens de pression. Alors, s'il y a de moins en moins d'élections, c'est que les opposants sont de moins en moins organisés pour créer cette dynamique de protection des élections par le peuple lui-même. Et je crois que c'est sur ça que nous devons beaucoup réfléchir. Comment structurer la nation, comment structurer le peuple à ce que les juges constitutionnels ne fassent pas ce qu'ils veulent parce qu'ils savent qu'en face d'eux, il y a un peuple qui ne se laisse pas compter. Je crois que c'est quand même quelque chose à analyser de très près. Alors, oui, Justin Mpaté. Oui, c'est heureux. C'est heureux qu'au Niger, tout semble quand même plus ou moins acceptable.
Ah non, il y a contestation. Oui, je suis d'accord. La commission électorale... Elle a dit tout semble. J'ai dit tout semble. La commission Elle électorale... a dit tout semble. Selon l'opposition, la commission Non, électorale elle a dit est composée tout semble. à 100% des militants du parti au pouvoir. Je ne refuse pas. Je parle fondamentalement par rapport au troisième mandat. Ah oui, sur ce point-là, au moins, le président Issoufou a promis Urbi et Orbi. Et je crois que bon, et je lui souhaite vraiment d'avancer dans cette lancée-là et de prendre la place que ces aînés refusent de prendre après le départ du pouvoir, d'avancer. Au Burkina Faso, il nous semble qu'il y a un certain calme au plan politique qui est en train de revenir. Bon, sans perdre de vue quand même que Blaise Compaoré, enfin, le volcan peut toujours être éteint. Et ces éléments, donc il faut suivre les choses de près. Et au Togo, on est déjà dans le troisième mandat et on avance. Et il me semble qu'il y a des moyens, on a pu trouver des formules pour que... Pour que la paix règne. Pour qu'une certaine paix règne, que ça avance. Au Bénin, moi j'appelle le nom finalement. Au Bénin, nous sommes au premier mandat et la Constitution n'interdit pas un second mandat. Et j'espère bien que notre Constitution révisée récemment ne sera pas interprétée dans le sens d'une nouvelle République. Encore que personne ne sait exactement ce qui est écrit dans cette nouvelle Constitution. Non, on sait. On connaît les dispositions qui ont été modifiées. Il y a eu une modification des institutions. N'est-on pas dans une nouvelle République? Mais c'est une question qui mérite d'être posée. Et vous avez de nouveaux rapports. Il y a des rapports, de nouveaux rapports par endroit. Votre avis m'intéresse sur la question. Ah mais je dis, la question de nouvelle République est une question relative, elle n'est pas absolue. C'est une question controversée également. En fait, c'est ça le problème. Certains vont se baser sur la limitation des mandats, enfin, le nombre de mandats et le nombre d'institutions, les rapports entre institutions et la durée du mandat pour dire, bon, et d'autres éléments, hein, le type le régime présidentiel, enfin le type de régime, si c'est présidentiel ou parlementaire, ou bien régime d'assemblée et tout ça. Mais d'autres vont vous dire que non. Je voudrais être prudent. Je ne voudrais pas tout de suite me prononcer sur cette question. Non, mais la Constitution du Bénin a fermé. Je sais qu'il y a eu une nouvelle... Quelle que soit la nouvelle République, un chef d'État ne fera pas plus de 2 mandats au Bénin. C'est écrit dans notre Constitution actuelle. Quelle que soit la République. Monsieur Pognon, nous avons affaire de plus en plus à des exécutifs en Afrique de l'Ouest qui sont très innovateurs, très créateurs avec leurs juges constitutionnels. Et de plus en plus, je me dis, l'Afrique de l'Ouest apparaît comme le laboratoire de création et d'écriture d'un droit revu ou d'un droit recadré. Un droit nouveau. Un droit non recadré. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc je suis très prudent. Je suis très prudent parce qu'à des moments donnés, il y a des décisions qui sont prises. Je ne parle pas du Bénin forcément, je parle d'autres pays aussi. Vous prenez par exemple le rapport entre les États ouest-africains et les cours communautaires. Est-ce que vous pouvez imaginer? C'est-à-dire, vous rentrez dans n'importe quelle faculté de droit. Vous allez dans n'importe quelle école doctorale. Vous posez la problématique du rapport entre une organisation communautaire et l'État qui a cédé une partie de sa souveraineté. Vous posez la question par rapport au sujet du rapport entre la Cour communautaire de justice, telle que la CAJP, comment vous appelez ça, ou bien la Cour de justice de la CEDEAO, de l'UEMOA. Vous demandez, mais quel rapport y a-t-il entre les décisions, entre cette Cour-là et le pays, quand les décisions sont prises là-bas, elles sont respectées? Et quand vous venez vous analyser, vous avez l'impression que ce que on dit en faculté là, c'est-à-dire que les décisions d'une Cour communautaire s'imposent aux juridictions internes. Vous voyez maintenant la souveraineté qui est brandie et qui est... Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on a fini de déficeler le dispositif normatif ou de revoir le dispositif normatif institutionnel et les rapports entre institutions à l'intérieur, il me semble qu'on est en train de revoir des choses à l'extérieur du pays, juste pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Et c'est un peu gênant. Alors, armée républicaine, M. Pognon, oui, mais jusqu'à quel point? Bon, moi, je doute suffisamment parce que vraiment,
Oui, les armées, une armée, c'est des armes. Hein. Et, en tout cas, rapport avec les cours communautaires, j'en ai parlé, la vigie du peuple. Oui, le peuple a besoin d'être informé, d'être éduqué. Les organisations de la société civile, elles font suffisamment leur travail en Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous n'avez pas constaté un affaiblissement où vous ne voyez pas moins d'impact des OSC, des organes de la société civile du domaine de la gouvernance politique, n'est-ce pas aussi? En Afrique de l'Ouest, il y a moins d'impact. Tout à fait. Et il semble que les gens, ils craignent beaucoup plus pour leur sécurité. Et vous avez même au niveau des opposants, les opposants qui doivent, vous l'avez dit, qui doivent se donner de la voix et donner des informations, des contre-informations pour que le peuple soit éclairé. Mais les opposants, on a l'impression que les opposants sont en train de céder le terrain pour que les dirigeants s'installent suffisamment. Juste un Patrick Amampoyon, est-ce que ce n'est pas peut-être parce que les dirigeants de la société civile qui ont par exemple eu à faire le combat contre le marxisme-léninisme, contre les pouvoirs autoritaires, sont aussi en retraite syndicale? Aujourd'hui, nous avons des dirigeants de société civile qui ont peut-être la trentaine, la quarantaine tout au plus, et qui viennent et qui n'ont pas forcément le même vécu que ceux qui ont fait le combat pour arracher la démocratie dans les États. Non, c'est pas ça. Les gouvernants ont changé de méthode. La société civile et les syndicalistes ont gardé les mêmes méthodes. C'est-à-dire, dans tous les pays du monde, le pouvoir d'État est le pouvoir le plus conseillé par les stratèges les plus élaborés. Mais vous avez en face des personnes qui pensent tout connaître, qui ne font pas appel à l'expertise. Mieux, comment voulez-vous que la société civile, qui est apolitique, qui n'a pas de culture politique, puisse lutter contre des politiciens? Nous avons besoin de formation politique à tous les niveaux. Nos gouvernants, le peuple, la société civile, on a besoin de formation politique. C'est ça le vrai problème. Le professeur d'université fait son analyse des techniciens, mais il n'a pas la formation politique nécessaire pour intégrer ça dans une réelle politique, dans une réalité. C'est pourquoi nous avons besoin d'Alassane Ouattara pour aller enseigner la réelle politique à l'université. Nous avons besoin d'Alpha Condé pour aller enseigner des Gbagbo, pour aller enseigner la réelle politique. Nous avons besoin de Yahi Boni, de Nicéphore Soglo, pour aller enseigner la réelle politique. Mais on a besoin que ces chefs d'État quittent le pouvoir. Maintenant, par rapport, et c'est par rapport à la réelle politique que je dis, l'interprétation dont on parle au Bénin est dangereuse pour Patrice Talon lui-même. Parce que ça ramène Yahi Boni candidat. Ça ramène Nicéphore Soglo candidat. Et donc vous comprenez que c'est pour ça que le régime s'efforce à vous dire qu'il n'y a pas de nouveau régime. Parce qu'il y a un nouveau régime, s'il y a une nouvelle république, ceux-là reviennent dans le jeu. Et ça n'arrange pas le régime que ceux-là reviennent, parce que le régime arrive à éclabousser les autres, mais pas ceux-là. Donc c'est pour dire que de la réelle politique voudrait qu'on comprenne que nous n'avons pas ce risque pour le moment, pour la simple raison que l'ouverture de cette boîte de Pandore n'arrange même pas le régime lui-même, parce que le régime fait tout pour répéter qu'il n'y a pas une nouvelle république afin qu'on ne puisse pas justifier la candidature de Yahi Boni. Vous savez aujourd'hui que la candidature de Yahi Boni serait catastrophique pour le président Patrice Talon. Donc c'est pour dire que véritablement, je pense que nous avons besoin d'une éducation politique du peuple, du citoyen, de la société civile, du journaliste, de ceci. Vous prenez par exemple un journaliste, il vient tous les jours, il sort les chiffres, il insulte le régime. Après, il a des problèmes, il dit c'est dictature. Non. Tu sors les chiffres, tu vas sortir les chiffres tout le temps pour attaquer quelqu'un, et dire qu'après il y a dictature. Non. Toi aussi, tu attaques dans quelle intention? Qui te motive? Qui te paie ton salaire? Non, tout ça là. Donc c'est pour dire que le gars même doit savoir que même si on le paie pour critiquer, il peut faire l'analyse de manière à éclairer le peuple et non à être tout tenté d'insulter. Et surtout, sachons une chose, le président peut être bon, il peut être mauvais, c'est notre président. Et donc, en le salissant, nous salissons notre pays. Parce que c'est très important que les gens intègrent ça. Donc tout ça demande une éducation. Et même les opposants, vous voyez en Afrique, ils ont besoin totalement de formation. En termes de méthodologie, ils sont discernables. On sait ce qu'ils veulent faire. On sait là où ils vont. On sait ceci. Je vais vous donner un exemple. Vous allez voir que la plupart, à part les opposants historiques, vous allez voir que la plupart de ceux qui veulent le pouvoir ne se battent même pas pour installer l'infrastructure électorale. Les cellules, dans les coins, ils ne le font même pas ça. Ils sont sur les réseaux sociaux et ils pensent qu'ils vont gagner les élections présidentielles à partir des réseaux sociaux. Ensuite, les gens sont populaires culturellement, socialement,
et il pense que ça se convertit dans l'une. Et après, il dit, donc il y a tout ça. Il faut même vous voyez, le gars prend le pouvoir. Personne ne lui a appris comment gérer. Je vais vous donner un exemple très simple. Lorsque Barack Obama a gagné les élections, il est devenu président. Il a demandé à son coach, David Assirod, de venir être son conseiller à la présidence. David lui dit, je sais aider quelqu'un à gagner les élections, mais je ne sais pas conseiller un président. Mais il a fait preuve de sentimentalisme, il lui a imposé de venir l'aider. Si vous regardez, Barack Obama est un bon candidat, mais souvent, quand il est au pouvoir, il n'arrive pas à gérer comme il faut, parce qu'il n'était pas accompagné par les personnes appropriées. Nous devons former le personnel politique. Ou Alassane Ouattara ne sait pas que ce qu'il est en train de faire est mauvais pour lui. Alpha Condé ne sait pas que celui qui est en train de faire est mauvais pour lui. Il pense que c'est ça qui est bon, alors que non. Les enfants, les petits-enfants d'Alpha Condé ont besoin de lui. Les enfants, les petits-enfants de Ouattara ont besoin de lui. C'est le moment de prendre du temps pour soi-même, bouffer l'argent qu'on a pris là, prendre du plaisir avec son argent. Parce que, regarde, aujourd'hui, il faut barricader les routes, il faut barricader ceci. Mais ça, c'est des contraintes. Donc, il faut une réelle éducation du peuple africain. Et je crois que c'est en le faisant que nous allons sortir de cet imbroglio dans lequel nous nous retrouvons. Alors, j'aimerais bien qu'on revienne sur le cas du Burkina Faso. Il est important d'en parler. Aucun candidat majeur n'a vu sa candidature donc invalidée, y compris Zak Zida, qui est actuellement encore au Canada. Le Burkina Faso, un bon élève de la zone, finalement? Non, je crois que ce n'est pas mesure de prudence. C'est pas mesure de prudence. Et, le Burkina Faso de Blaise Compaoré, dont on a eu les nouvelles il y a quelques années qui n'étaient pas très bonnes, je crois que c'est une manière pour le Burkina Faso de faire un nouveau départ. Et cela devrait inspirer les autres États. Cela devrait inspirer les autres États. Moi, cela m'a plu. J'ai aimé cela. J'ai trouvé que c'est une manière pour l'État burkinabé de dire, mais écoutez, je mets le peuple devant ses responsabilités. Le peuple n'a qu'à apprécier et voir celui qu'il faut. Vous voyez, lorsque la meilleure manière d'empêcher quelqu'un d'être candidat, c'est d'ouvrir justement les vannes et de montrer, de donner l'impression que sa candidature en réalité ne vous gêne pas trop. Il faut pas passer par des mécanismes pour empêcher des gens d'être candidats, alors qu'on sait très bien qu'en réalité, on ne peut pas les affronter. Il vaut mieux ouvrir les vannes pour que les gens soient candidats et développer des stratégies à d'autres niveaux pour les empêcher d'être élus. Encore que, même si des gens sont élus, il semble que des choses seraient encore possibles à d'autres niveaux. Et parfois, on a vu ça en 2010 en Côte d'Ivoire. Vous avez tantôt tel qui est proclamé élu, et par la suite, on dit non. Organe qui revient. Et on dit non, que c'est plutôt tel autre. Et je crois qu'il faut travailler à la paix à l'occasion des élections. Et en tout temps en Afrique de l'Ouest. Il vaut mieux faire en sorte que tout se passe très bien. J'ai l'impression, c'est l'analyse d'Ama Pognon de tout à l'heure qui me l'a inspiré. Et je me demande, est-ce qu'il n'est pas possible que le juge constitutionnel ou que la structure qui organise les élections, lorsqu'on voit que tel a gagné, je me pose la question, le candidat Insa a gagné, mais visiblement, quelque chose s'est passé là, on voit que le peuple, si on le déclare gagnant là, ça risque de créer la guerre civile. Et est-ce qu'il ne faut pas nuancer? Je me demande, est-ce que cela ne se fait pas ou ne se ferait pas? Est-ce que ce n'est pas possible? Parce qu'il me semble que la paix est au-dessus des élections. La paix est au-dessus des élections. La paix est même au-dessus de la démocratie. C'est pour cela qu'une démocratie qui n'assoit pas la paix est une fausse démocratie. Donc, que les acteurs politiques, c'est-à-dire les gouvernants, les opposants, que le juge constitutionnel, la société civile, les armées africaines et la structure chargée d'organiser les élections, que toutes ces parties prenantes-là travaillent dans le sens de la paix. Vous savez ce que coûte la vie d'une personne? Et dans le mandat d'un président, on va lui comptabiliser que... Autant de morts. On va lui comptabiliser que pendant son mandat, il y a eu 21 morts. Pendant son mandat, il y a eu 1000 morts. Parce que lui, il a voulu prendre le pouvoir. J'ai beaucoup aimé la démarche et les propos du président malien, l'ancien président malien. Boubacar Keïta. Voilà. Qui a préféré
ne pas reprendre le pouvoir sous instigation de la CEDEAO. Il a effectivement dit clairement. Il a dit clairement, Il ne c'est voulait ça. pas revenir. Il faut que nous ayons à la tête des États ouest-africains, des chefs d'État qui soient d'abord patriotes, qui aiment leur pays, des chefs d'État qui travaillent. Non. Je crois que la fin, tout au moins. Non, vous savez, je crois que. Patrick Aman-Poyon, c'est tout au moins à saluer son geste. Son geste à la fin, il ne pouvait, s'il reprenait le pouvoir, il était pratiquement la risée. Personne ne l'écouterait. Je crois qu'il a pris pas. Il a agrandi sa petite porte pour pouvoir se faire quand même un petit nom. Moi, je le salue. Je le salue. Et je crois que les chefs d'État africains, ils doivent aller à l'école de l'alternance dans les vieilles démocraties. Alors, il y a par exemple la question des cautions aussi, que j'aimerais... Quelle caution utiliser. encore La caution de... Ce n'est pas écrit dans une norme, c'est écrit dans une norme. La caution de 25 millions par exemple. Ah, c'est de ça que vous parlez. Oui, aux élections j'ai cru que vous parlez des sous qu'on doit payer pour pouvoir... Il faut déposer par exemple 25 millions pour être candidat au Burkina Faso. On a un candidat, Issa Sawadogo, qui a fait acte de candidature. Sa candidature a bien été rejetée parce qu'il n'a pas déposé la caution. Il a défendu sur la Constitution que sa candidature était légitime. Votre avis sur la Non, question je crois que être président de la République, c'est pas match amical, c'est pas amusement. Vraiment, si les gens n'ont pas les moyens... Mais il y a des compétences. Non, il n'y a pas de compétence pour la fonction. Ce n'est pas une fonction de compétence. C'est une fonction de facilitateur. Il a toutes les compétences autour de lui. C'est cette erreur que nous faisons et nos chefs d'État n'écoutent pas les experts. Il y a des experts autour de lui. On peut être illettré, on peut être bon à rien et être la bonne preuve. Regardez, quand vous prenez un illettré comme maire, comme président de la République, vous voyez comment il réussit. Parce qu'il sait qu'il ne sait pas. Et il va donc à la recherche de connaissances. Ça dépend. Hein. De connaissances. Bon, prenez l'exemple. Tous les intellectuels qui ont pris le pouvoir en Afrique, ils ont perdu comment? Nicéphore Soglo au Bénin, Pascal Lissouba au Congo. Citez-moi, qui sont ceux qui sont restés au pouvoir. Les illettrés qui prennent le pouvoir ne réussissent pas toujours. Pas eux, il y a la personnalité qui... En majorité, parce qu'ils ont cette humilité devant le savoir. Ils n'ont pas cette conviction de je connais tout. Alors que, donc je dis, ce n'est pas compétence. Si on n'est pas compétent pour trouver de l'argent, pour aller aux élections, comment on va être compétent pour trouver de l'argent pour le pays? Ce n'est pas la même compétence. Non, pour diriger un pays, il faut trouver l'argent. Il faut trouver l'argent pour les écoles. Il faut trouver l'argent pour les centres de santé. Celui qui n'est pas... Moi, par exemple... Risque de corruption, question, point d'interrogation. Non, attendez. Il est clair, moi personnellement, chaque fois que les gens me parlent d'élection là, je leur dis, toi qui me dis d'être candidat, tu me donnes combien? Mais c'est ça le problème. Les gens suscitent la candidature pour manger. Tu n'as pas les moyens, tu vas te jeter là-bas. Maintenant, celui-là qui n'a pas 25 millions pour payer la caution, il va faire le tour du pays comment? Il va aller parler aux populations comment? Il va expliquer son programme comment? Non, ne permettez pas que nous ayons 11 millions de candidats pour 11 millions de citoyens. Non, je crois que 25 millions même, c'est peu. Parce qu'il s'agit de l'argent que tu déposes. Et si tu vaux quelque chose dans les urnes, on te rembourse. Donc, au moins, il faut avoir le courage. Tu n'as personne pour te donner 25 millions. Ça veut dire que tu n'as même pas pu créer un réseau relationnel. Tu n'as pas d'amis, tu n'as pas d'argent. Et tu vas être candidat aux élections présidentielles pour que le pays soit géré sans argent, sans relation, sans amis. Non. La fonction de président, même la fonction de ministre. Moi, j'ai dit dans ce pays, nous devons créer des ministres et des vice-ministres. Les techniciens peuvent être des vice-ministres. Mais un ministre qui ne connaît pas l'argent ne peut pas négocier milliards. Un ministre, vous amenez avec devant un milliardaire pour négocier des milliards pour le pays. Il ne sait pas ce qu'on appelle milliards. Comment voulez-vous qu'il négocie quoi? Il ne connaît pas. Donc bref, il faut des ministres qui sont des gens qui ont un parcours, une expérience, qui ont réussi dans leur vie, et des vice-ministres qui sont des techniciens. Je suis d'accord, nous avons besoin des techniciens, mais nous avons besoin aussi des gens qui connaissent l'argent. Parce que quand vous remettez des milliards à quelqu'un qui n'a jamais compté millions, vous détruisez sa vie. Donc c'est très important. La fonction présidentielle, là, rien que son salaire, là, s'il n'a jamais compté 25 millions dans sa vie et il devient président, là, rien que son salaire, c'est désordre. Et retenez une chose, quand le pauvre devient président, il n'aime plus lâcher. Mais du tout, il ne veut plus lâcher. C'est pas 3e mandat vous allez avoir, c'est 8e, c'est 9e. Donc vraiment, il faut vraiment... Sur la question de caution, Patrick Aman-Poyon très tranché. Sur la question de caution, rapidement. Je fais même quelques analyses de pognon pour dire que dans le principe... Et c'est normal.
cela mérite d'être salué, ça doit être adopté. Mais il faut faire en sorte que la caution ne devienne pas un facteur exclusif. C'est très important. Voilà, il faut faire entendre, il faut savoir raison garder. Maintenant, il a parlé de réseau relationnel. C'est vrai, sous d'autres cieux, la caution, elle est cotisée par ceux qui soutiennent par les militants. Donc, je crois que celui qui a dans son projet professionnel de devenir président de la République, ou même de devenir député ou maire, il faut que, s'il veut le devenir dans 5 ans ou dans 10 ans, qu'il commence par travailler pour ça à partir d'aujourd'hui. Ça y est, les gens se lèvent spontanément, on les a vus il y a 1 mois, et 5 mois après, ou bien 1 an ou 2 ans après, ils sont candidats aux élections présidentielles, ils sont candidats pour être députés. La vie n'est pas ainsi faite. C'est vrai qu'il y a des situations spontanées, mais il n'y a pas de génération spontanée en politique. Donc, du point de vue réaliste, je fais bien la majorité de ces analyses. Mais il faut faire en sorte que la caution ne pousse pas le candidat à rentrer dans un cycle de corruption et de détournement de données publiques. Par rapport aux stratégies des oppositions en Afrique de l'Ouest, on a par exemple le cas guinéen avec celui d'Alain Diallo qui a battu le macadam, qui a fait tout ce qu'il avait à faire pour boycotter toutes les élections qu'il y a eu, notamment des communales, notamment des législatives, notamment des élections pour pour la Constitution, le référendum constitutionnel, voilà ce que je voulais dire. Mais finalement, il a décidé contre toute attente de participer à la présidentielle. Votre lecture par rapport au fait, à cela? c'est pas l'opposition seulement qui mérite d'être formée, c'est tout le monde. C'est les gouvernants, c'est l'opposition. Parce que les gouvernants, eux, ils utilisent l'armée, la force pour arriver à imposer et on pense qu'eux-mêmes, ils ont une maîtrise. C'est tout le monde qui a besoin d'être formé. Comme il a dit, voilà les gens qui se lèvent un beau matin, je suis candidat aux élections présidentielles. Ils vont prendre leur petite économie là, ils vont perdre. Par exemple, celui qu'on a éliminé au Burkina là, on lui économise ce qu'il voulait gaspiller. Donc c'est pour dire que c'est très important. Il faut que les gens comprennent qu'on ne se lève pas un beau matin pour dire je suis candidat. On ne se lève pas, c'est pas comme ça. C'est tout un travail, formation, mise en place de réseaux relationnels, mise en place de mobilisation de ressources financières. C'est tout, et surtout avoir des parrains. Et ce qui s'est passé en Guinée, je vais vous expliquer. Cellou Dalein a tout boycotté. Jusqu'au moment où il s'est retrouvé avec un parrain qui lui a dit « Boycott n'est pas bon, vas-y, je te donne les moyens, je te soutiens. » Et c'est ça qui a fait qu'il est retourné dans le jeu et ce qui s'est passé. Mais imaginez, avec la force qu'on a vue de Cellou Dalein dans la mobilisation, sur le terrain, dans le résultat, imaginez qu'un instant, il n'avait pas boycotté les autres élections. Le pouvoir, pour conquérir le pouvoir, il faut conquérir les municipalités, il faut conquérir l'Assemblée nationale, il faut conquérir la Cour constitutionnelle. Donc c'est un projet de 5 ans, de 10 ans. C'est pas du jour au lendemain. Je crois que c'est Cellou Dalein Diallo, on va espérer qu'il y aura des négociations et tout, mais au lieu de passer tout le temps chaque fois dans le contentieux passé, il faut préparer les prochaines élections. Parce que l'opposition est toujours dans le contentieux pendant que le régime est en train de préparer les autres élections. Donc il y a toujours une avance du régime sur l'opposition. Il faut que nous sachions se dire parfois, j'ai perdu, mais là, je m'organise pour qu'on ne vole plus mon élection. 3 fois. Élection volée 3 fois pour la même personne, 15 ans. Ça veut dire qu'il a manqué de stratégie, il a manqué de méthode. S'il avait la stratégie, la méthode, avec son poids politique, avec ses moyens qu'il a, il allait pouvoir détrôner. Ce n'est pas pour des raisons de paix, ce n'est pas pour assurer la paix que cela s'est passé comme ça. Non, c'est que souvent c'est après l'élection que pour raison de paix, il se calme. Mais il faut prendre les dispositions. Je suis d'accord. Organisationnelles. Parce que regardez, s'il n'avait pas boycotté les élections législatives, il ne serait pas absent de l'Assemblée. Le monsieur n'aurait pas eu la liberté de voter tout ce qu'il veut parce qu'il est seul à l'Assemblée nationale. Surtout, je voudrais dire aux opposants africains, ne boycottez jamais les élections municipales et les élections législatives. Boycottez les présidentielles si vous savez que c'est foutu. Mais municipales et législatives, ne boycottez jamais. Parce que le peu que vous allez avoir va vous permettre de bloquer certaines lois, certaines pagailles qui vont être organisées. Alors, j'aimerais votre avis, Justin Mpati, sur la question du parrainage. C'est instauré dans certains codes électoraux, le Bénin, la Côte d'Ivoire notamment, le Burkina Faso aussi, si je ne m'abuse, il y a un seuil où il faut réunir des gens. Est-ce que, selon vous, on devrait le faire? Est-ce qu'on devrait permettre à un collège, à 77 maires, à 83 députés,
à quelques élus ou à un échantillon de la population de dire qui a le droit d'aller à des élections ou pas? Je voudrais répondre. Je crois que la question, l'affaire de parrainage est tellement revenue que parfois, moi, ça m'ennuie de répondre, de revenir là-dessus. Je voudrais dire deux choses par rapport à deux angles. L'angle formel et l'angle substantiel sur le terrain. Alors, du point de vue formel, les acteurs politiques se sont entendus pour doter ce mécanisme-là, pour doter le pays de ce mécanisme-là. C'est vrai que dans le cas du Bénin, il semblerait que lors du dialogue politique, les acteurs politiques n'en auraient pas parlé. Je n'étais pas là. Je ne sais pas, mais il paraîtrait qu'ils n'en avaient pas parlé, qu'ils ne savent pas d'où cela a surgi. Et j'ai eu à dire une fois que le peuple béninois, les peuples africains, ouest-africains en général, ils méritent les dirigeants qu'ils ont. Et ils travaillent pour les dirigeants dont ils ne veulent plus. Ils travaillent contre les dirigeants dont ils ne veulent plus. Le peuple béninois est observateur. Le peuple guinéen observe et réagit un temps soit peu. Le peuple ivoirien fait de remous. Et nous prions beaucoup pour ce peuple-là. Le peuple malien a réagi, a pris ses dispositions. Dans la pratique, dans la mise en œuvre du mécanisme de parrainage, vraiment, je crois qu'il faut être objectif et dire que ça semble poser problème. Du point de vue scientifique, du point de vue de la vérité de la science, nous parlons de la paix, nous parlons de la démocratie. Et j'ai dit la paix est davantage plus déterminante. Parce que la paix, le défaut de paix conduit à la perte en vies humaines. Il faut que on voit dans quel sens, dans quelle mesure mettre en parenthèse ce mécanisme ou carrément qu'il y ait un dialogue entre opposition et mouvance par rapport à sa mise en œuvre. Et ceci étant... Pour finir. Oui, pour finir justement, c'est justement ça. Je remarque que les peuples ouest-africains sont dans leur troisième grand cycle constitutionnel. Et que ce troisième cycle privilégie la paix et la démocratie. Et qu'à l'intérieur, il y a des sous-cycles, dont le sous-cycle dans lequel nous sommes, qui est fait de révision conditionnelle de manière intéressée, et que ces peuples-là sont en train de se préparer pour prendre leurs responsabilités. Il faut que les dirigeants le sachent et qu'ils puissent travailler dans le sens de rester aux côtés de ce peuple-là. Voilà. Le temps finira par dire son mot. Patrick Amon-Pouillon. Non, je voudrais dire simplement que de façon structurelle et de façon conjoncturelle, le parrainage pose problème. Parce que l'opposition n'a pas participé aux élections communales qui leur étaient ouvertes. Ils n'ont pas participé aux élections législatives qui étaient fermées, je suis d'accord. Mais aux élections communales, ils auraient pu faire quelque chose. Ils ne l'ont pas fait. Ça devient un problème conjoncturel. C'est-à-dire, on ne voit pas devant. On jette toujours les yeux ici. Résultat, ils se sont arrangés pour compliquer la donne. Si le régime estime qu'il faut faire quelque chose pour la paix, ils le feront. Dans le cas contraire, ils ne vont pas permettre à quelqu'un de venir leur faire harakiri, parce que Yahi Boni l'a fait, Talon lui a fait harakiri, il ne va pas s'amuser à faire le même jeu. Mais de façon structurelle, le parrainage est une bonne chose si les opposants s'organisent et se préparent pour aller aux élections municipales, pour aller aux élections communales, pour aller aux élections législatives, afin de contrôler des instances pour pouvoir faire chose là. Ce n'est pas des programmes de tout de suite. On ne peut pas se lever aujourd'hui et dire je vais être candidat aujourd'hui, on n'a qu'à me permettre d'avoir parrainage, on n'a qu'à... Non. Travaillons sur 5 ans, travaillons à construire une équipe qui permette d'avoir les parrainages nécessaires. Sinon là, pas erreur de tout le monde, on est dans une situation coincée et il va falloir que chacun mette de l'eau dans son vin. Voilà, vous êtes Patrick Amon-Pouillon, coach en politique de développement et gestion de crise. Face à vous aujourd'hui, Jules Justinien Mpati, chercheur en droit international et constitutionnel. Messieurs, merci. Un débat très riche, on l'aura fait. À très bientôt pour notre numéro de Angle de Vue. D'ici là, portez-vous bien.